Imaginez un homme capable de faire le grand écart entre deux camions roulant à pleine vitesse, un homme dont le nom seul évoque la puissance, la discipline et l'invincibilité. Et pourtant, derrière cette image de muscles indestructibles se cache une existence traversée par la douleur, la dépendance, les ruptures amoureuses à répétition et des secrets de famille que le grand public a longtemps ignorés. Ce colosse au sourire éclatant, ce héros du cinéma, d'action des années 80 et 90, a côtoyé l'abîme plus souvent qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la véritable histoire de Jean-Claude Van Damme, celle qu'Hollywood n'a jamais mise en lumière. Il est de ces noms qui, à eux seuls, résument toute une époque du cinéma. Jean-Claude Van Damme, surnommé le muscle de Bruxelles, a incarné pendant des décennies l'archétype du héros invincible, capable de terrasser n'importe quel adversaire à coups de pied circulaires et de grands écarts légendaires. Mais sous cette carapace de super-héros hollywoodien se dissimule un homme profondément humain, fragile, parfois brisé, qui a dû se battre non seulement sur les plateaux de tournage, mais aussi contre ses propres démons. Divorce à répétition, addiction dévastatrice, scandales familiaux, troubles psychiatriques longtemps ignorés. L'histoire de Van Damme est bien plus complexe, bien plus poignante que celle qu'on retrouve dans ses films. Tout commence à Berchem-Saint-Agathe, une petite commune de la banlieue de Bruxelles, en Belgique. C'est là que naît, un jour d'octobre 1960, un garçon frêle et maladif que rien ne prédestine à devenir l'une des plus grandes icônes du cinéma d'action mondial. Ses parents, comptables et fleuristes, mènent une existence simple et modeste. Le jeune Jean-Claude, souffrant d'asthme et affligé d'un excès de poids qui fait de lui la risée de ses camarades, grandit dans l'ombre de sa propre fragilité. Les moqueries à l'école sont fréquentes, le sentiment d'être différent, constant. C'est dans ce contexte de vulnérabilité que ses parents décident de l'inscrire à des cours de karaté, espérant l'aider à se forger un corps plus fort et un caractère plus affirmé. Ce choix, presque anodin en apparence, va bouleverser à jamais la trajectoire du jeune garçon. Le karaté devient rapidement bien plus qu'un simple passe-temps, c'est une révélation. Jean-Claude s'y investit corps et âme avec une discipline qui étonne ses professeurs. Parallèlement, sa mère, danseuse à ses heures, l'initie au ballet classique, une discipline qui semble à 1000 lieues de l'univers martial, mais qui va pourtant façonner l'un des attributs qui le rendront célèbre, une souplesse hors norme, cette capacité extraordinaire à exécuter des grands écarts qui deviendront sa signature. Le corps chétif de l'enfant moqué se métamorphose peu à peu en une machine athlétique sculptée par des années d'entraînement acharné, mêlant arts martiaux, musculation et danse. À l'adolescence, Van Damme s'illustre déjà dans les compétitions de karaté, remportant plusieurs titres en Europe. Mais son ambition dépasse largement les frontières de la Belgique. Bercé par les films de kung-fu et fasciné par les stars américaines de l'action, il nourrit un rêve démesuré, devenir une vedette de cinéma à Hollywood. Un rêve qui, pour un jeune Belge sans relation, sans argent et parlant à peine anglais, relève alors de la pure folie. Mais Jean-Claude n'a jamais été du genre à reculer devant l'impossible. En 1982, armé de sa seule détermination, de quelques centaines de dollars en poche et d'une confiance inébranlable en son destin, il s'envole pour Los Angeles. La réalité qui l'attend était brutale. Aucun studio ne s'intéresse à cet inconnu au fort accent francophone. Pour survivre, il enchaîne les petits boulots, les plus divers et parfois les plus humiliants. Chauffeur de limousine, videur de boîte de nuit, tapissier, professeur de karaté improvisé et même livreur de pizza. Il dort parfois dans sa voiture, économise le moindre centime et continue, jour après jour, à s'entraîner dans des salles de sport miteuses, convaincu que son heure viendra. Il faut imaginer cet homme, des années durant, arpentant les studios hollywoodiens, tentant désespérément d'obtenir un rendez-vous, essuyant refus sur refus, humiliation sur humiliation, sans jamais renoncer à cette flamme intérieure. Chaque matin avant l'école, chaque soir après les cours, le petit Jean-Claude s'astreint à des séances d'entraînement d'une rigueur presque monastique. Ses professeurs de karaté remarquent rapidement chez lui une intensité inhabituelle pour un enfant de son âge, une capacité à encaisser la douleur et à recommencer sans jamais se plaindre. Ce n'est pas seulement une histoire de muscles qui se développe, c'est une reconstruction psychologique complète. L'enfant que l'on chahutait dans la cour de récréation devient, année après année, un compétiteur redouté sur les tatamis belges, puis européens. À 18 ans, il obtient sa ceinture noire, un accomplissement qui scelle définitivement sa transformation physique et mentale. Mais au fond de lui, quelque chose d'autre couve déjà. Une ambition démesurée,
presque irrationnel, qui dépasse largement le cadre des compétitions locales. Il dévore les films de Bruce Lee, s'imagine sur les écrans géants des salles obscures américaines et commence à comprendre que sa véritable vocation ne se trouve ni dans un dojo bruxellois, ni derrière le comptoir de la boutique familiale. Il rêve d'Amérique, avec l'intensité presque naïve de la jeunesse, sans mesurer encore l'ampleur du gouffre qui sépare un jeune Belge inconnu des studios flamboyants de Hollywood. L'événement qui va tout changer survient presque par hasard. Van Damme, sachant que le producteur Menahem Golan, cofondateur du studio Cannon Films, fréquente régulièrement un restaurant huppé de Los Angeles, décide de forcer le destin. Il se poste devant l'établissement et, lorsque Golan sort enfin, il exécute devant lui, en pleine rue, un coup de pied retourné spectaculaire qui frôle son visage. Le geste est audacieux, presque insensé, mais il fonctionne. Impressionné par ce numéro improvisé et par le culot de ce jeune inconnu, Golan lui offre sa chance. Ce moment, digne d'une scène de film, marque le véritable point de bascule dans la vie de Jean-Claude Van Damme. Sa première apparition remarquée survient en 1986 dans le film No Retreat, No Surrender, un modeste succès qui commence à faire circuler son nom dans les milieux du cinéma d'action de série B. Mais c'est en 1988, avec Bloodsport, que tout bascule véritablement. Inspiré librement du parcours du combattant Frank Dux, le film raconte l'histoire d'un soldat américain participant clandestinement à un tournoi d'arts martiaux clandestin à Hong Kong, le fameux Kumite. Le film, tourné avec un budget dérisoire, devient un phénomène culturel. Van Damme y déploie pour la première fois à l'écran l'intégralité de son arsenal physique. Grand écart vertigineux, coups de pied acrobatiques, charisme brut. Le public est conquis et une nouvelle star du cinéma d'action est née. S'ensuit alors une décennie dorée, une ascension fulgurante qui va faire de lui l'un des acteurs les mieux payés de sa génération. Kickboxer en 1989, Double Impact en 1991, Universal Soldier la même année aux côtés de Dolph Lundgren, puis Time Cop en 1994. Véritable triomphe au box-office mondial, et enfin Sudden Death en 1995. Van Damme devient un nom que l'on retrouve sur toutes les affiches des multiplexes du monde entier. Une garantie de spectacle pour des millions de spectateurs. Il incarne alors ce fantasme si particulier des années 90, l'homme parfait, invincible, capable de tout surmonter à main nue. Il gagne des cachets vertigineux, s'installe dans les plus belles villas de Los Angeles, fréquente le gratin hollywoodien. Les magazines People se l'arrachent, les studios se battent pour l'inscrire à leur casting, et son nom, autrefois imprononçable pour les producteurs américains, devient un argument marketing à lui seul, affiché en lettres géantes sur les affiches de cinéma du monde entier, de Tokyo à Mexico en passant par Paris. Il incarne, à cette époque, le fantasme absolu de la réussite américaine. L'immigrant venu de nulle part, sans argent ni relation, devenu millionnaire par la seule force de sa volonté et de son corps. Sur le papier, tout semble parfait. Mais dans l'ombre de cette réussite éclatante, un homme se débat déjà avec des démons que personne ne soupçonne. Sa vie sentimentale, d'abord, ressemble à une véritable montagne russe. Van Damme se marie une première fois en 1980 avec Maria Rodriguez, un mariage de jeunesse qui ne résiste pas à l'épreuve du temps. Suivent ensuite 2 unions successives avec Cynthia Derderian. Une première tentative qui échoue, puis une réconciliation, elle aussi vouée à l'échec. Sa 3e épouse, la culturiste professionnelle Gladys Portug, entre alors dans sa vie. Ensemble, ils auront 2 enfants et connaîtront des années de bonheur avant qu'une première séparation ne survienne en 1992. C'est à ce moment que Van Damme se lance dans une romance tumultueuse avec le mannequin Darcy Lapierre, qu'il épouse dans la précipitation. Mais ce mariage sera lui aussi rongé par les tensions, exacerbé par une liaison très médiatisée avec la chanteuse australienne Kylie Minogue, sa partenaire à l'écran dans le film Street Fighter en 1994. Le scandale éclate au grand jour, la presse s'en empare, et le mariage avec Lapierre s'effondre définitivement. Étonnamment, c'est vers Gladys Portug, la mère de ses enfants, que Van Damme finit par revenir. En 1994,
1999, il se remarie, scellant ce qui deviendra la relation la plus durable de sa vie amoureuse. Une demande de divorce déposée par Portug en 2015 viendra bien mettre à mal cette stabilité retrouvée. Mais le couple, comme dans un scénario digne de ses propres films, parviendra une nouvelle fois à se réconcilier. Si sa vie sentimentale a connu son lot de tempêtes, c'est dans les tréfonds de l'addiction que Van Damme va véritablement toucher le fond. À la fin des années 90, au sommet de sa gloire, l'acteur sombre dans une dépendance dévastatrice à la cocaïne. Les chiffres donnés par l'intéressé lui-même donnent le vertige, jusqu'à 10 grammes consommés quotidiennement, pour une facture avoisinant les $10 000 par semaine. Une somme colossale, symptomatique d'une spirale destructrice hors de contrôle. En 1999, la chute publique se matérialise avec une arrestation pour conduite en état d'ivresse, symbole visible d'un mal beaucoup plus profond et invisible aux yeux du public. Van Damme tente bien une cure de désintoxication, mais celle-ci ne dure qu'une semaine, bien insuffisante pour venir à bout d'une addiction aussi ancrée. Les années suivantes sont marquées par des rechutes successives, un cycle infernal dont il peine à s'extraire. Sa carrière en paie le prix fort. Entre 1999 et 2008, il enchaîne près d'une quinzaine de films, pour la plupart médiocres, sortis directement en DVD, sans passer par les salles de cinéma, sans éclat, sans ambition artistique. La presse, cruelle, se met alors à le surnommer, avec ironie, Jean-Claude Van Désespéré. Un jeu de mots douloureux qui résume à lui seul la déchéance apparente de celui qui fut autrefois au sommet du box-office mondial. Ce que le public ignore alors, c'est que cette addiction n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Van Damme souffre en réalité, sans le savoir, d'un trouble bipolaire non diagnostiqué, une pathologie psychiatrique caractérisée par d'intenses variations de l'humeur, alternant phases d'euphorie extrême et périodes de dépression profonde. Sans traitement adapté, les personnes atteintes de ce trouble cherchent souvent, inconsciemment, à s'automédicamenter pour apaiser ce tumulte intérieur. Pour Van Damme, la cocaïne était devenue ce refuge chimique, cette tentative désespérée de calmer une tempête psychique qu'il ne comprenait pas encore. Avant même son diagnostic, seul l'entraînement physique intensif, cette discipline martiale héritée de son enfance, lui offrait un semblant de répit face au chaos qui l'habitait. Cette période sombre atteint son paroxysme lorsque Van Damme confie, des années plus tard, avoir traversé des épisodes d'idées suicidaires, un aveu bouleversant venant d'un homme dont l'image publique était celle de l'invulnérabilité absolue. C'est pourtant depuis ces abysses qu'il va entamer sa remontée. La décision d'arrêter la cocaïne du jour au lendemain, sans transition, marque un tournant décisif. Un choix radical, presque violent, mais qui va lui permettre de reprendre progressivement le contrôle de sa vie. Le diagnostic tardif de son trouble bipolaire, longtemps après le début de ses souffrances, lui apporte enfin des réponses et un traitement adapté. Van Damme entreprend alors un véritable travail de reconstruction intérieure, affrontant ses insécurités les plus profondes, reconstruisant pierre par pierre une estime de soi ravagée par des années d'excès et de souffrances silencieuses. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas là. En 1997, alors qu'il tente déjà de se relever, Van Damme se retrouve empêtré dans une bataille judiciaire retentissante. Frank Dux, le kickboxer dont l'histoire avait librement inspiré Bloodsport, l'attaque en justice, affirmant ne jamais avoir été rémunéré pour sa contribution au scénario du film The Quest, sorti en 1996 et réalisé par Van Damme lui-même. La demande initiale de $50 000 grimpe rapidement jusqu'à un montant vertigineux d'1 500 000 $. Au fil du procès, Dux va jusqu'à remettre en cause les compétences martiales même de Van Damme, affirmant que l'acteur aurait été incapable d'exécuter correctement un simple roulé lors de leur entraînement pour Bloodsport, et allant jusqu'à mettre en doute la réalité de son passé de kickboxer professionnel. Un procès humiliant, médiatisé, qui vient écorner l'image du champion invincible. Finalement, après de longues procédures, le jury tranche en faveur de Van Damme, l'exonérant de toute obligation financière. Une victoire judiciaire, certes, mais qui laisse des traces dans l'opinion publique. Les années 2010 apportent leur lot de nouvelles épreuves, cette fois centrées sur sa famille. En septembre 2017, c'est son propre fils, Nicolas Van Warenberg, qui fait la une des journaux pour de bien tristes raisons. Arrêté à Tempe, en Arizona, il est accusé d'avoir retenu son colocataire en otage à l'aide d'un couteau, au terme d'une prise d'otage tendue ayant duré près de 2 heures.
L'affaire commence par un incident apparemment mineur, capté par une caméra de surveillance dans un immeuble proche de l'Université d'État de l'Arizona, avant que la police, suivant une trace de sang jusqu'à l'appartement du 10e étage, ne découvre l'ampleur réelle de la situation. Après le paiement d'une caution de $10,000 les cas de gestion et des $10,000 et une longue procédure judiciaire, Nicolas Van Varenberg plaide finalement coupable de conduite désordonnée, écopant d'une peine de 18 mois de probation. Un scandale familial qui vient rappeler, avec une brutalité inattendue, que même les enfants des légendes ne sont pas à l'abri des tourments personnels. Sa fille, Bianca Van Damme, connaît quant à elle un parcours bien différent, mais tout aussi marqué par le poids d'un nom célèbre. Initiée aux arts martiaux dès l'âge de 7 ans, presque contre son gré, par une mère consciente de l'importance de la discipline, la jeune fille rêve alors davantage de patinage de vitesse que de karaté. C'est une blessure qui, ironiquement, va la réorienter définitivement vers les sports de combat. Au fil des années, Bianca développe un talent martial indéniable, mêlant grâce et puissance, et finit par rejoindre son père sur les plateaux de tournage, débutant à ses côtés dans The Shepherd Border Patrol en 2008, avant de collaborer avec lui sur pas moins de 7 projets cinématographiques. Longtemps, elle choisit de travailler sous le nom de Van Varenberg, refusant délibérément l'ombre écrasante de la célébrité paternelle avant d'assumer pleinement, avec fierté et maturité, le patronyme de Van Damme. Un cheminement identitaire qui reflète, à sa manière, les propres combats intérieurs de son père. Au fil des années 2000 et 2010, Van Damme multiplie les tentatives de retour sur le devant de la scène avec des fortunes diverses. En 2008, le film JCVD, à contre-courant total de sa filmographie habituelle, marque un tournant artistique salué par la critique. Van Damme y interprète une version fictionnalisée et vulnérable de lui-même, acteur has-been, pris en otage lors d'un braquage de bureau de poste en Belgique. Le film, mélange audacieux de fiction et d'introspection réelle, révèle une facette insoupçonnée de l'acteur, capable d'autodérision et de profondeur émotionnelle. Cette même volonté d'autodérision se retrouve en 2016, lorsqu'Amazon Prime lui propose de développer une série télévisée, Jean-Claude Van Johnson. Loin des habituels blockbusters d'action, la série met en scène une version comique et fictive de lui-même. Une star déchue de l'action reconvertie en agent secret, opérant sous couverture. L'accueil critique et public est chaleureux, l'humour irrévérencieux de la série séduit et Amazon commande une première saison complète de 6 épisodes, diffusée fin 2017. Malheureusement, malgré cet accueil prometteur, la série est annulée seulement quelques semaines après sa sortie, mettant fin abruptement à cette tentative de renaissance télévisuelle. D'autres controverses viennent ponctuer cette période. En 2017, une publicité australienne pour la société Ultratune, dans laquelle Van Damme incarne un sauveur, venant secourir 2 femmes menacées par des individus menaçants dans un parking sombre, déclenche une vague de critiques. De nombreux téléspectateurs y voient une représentation problématique des rapports de genre, perpétuant selon eux des stéréotypes datés sur la vulnérabilité féminine et la nécessité d'un sauveur masculin. La publicité, censée être une parodie légère des clichés du cinéma d'action, se retrouve au cœur d'une polémique qui dépasse largement ses intentions initiales. La même année, lors d'une interview en duplex pour l'émission matinale australienne Sunrise, l'acteur, visiblement excédé par des décennies de questions répétitives sur sa relation passée avec Kylie Minogue, finit par craquer en direct. « Désolé les gars, je ne peux plus continuer comme ça », lâche-t-il avant de retirer brusquement son micro et de couper la liaison, laissant les présentateurs interloqués. Un moment de lassitude sincère, révélateur d'un homme fatigué de voir son histoire personnelle réduite, année après année, aux mêmes anecdotes. Aujourd'hui, à l'aube de la soixantaine bien entamée, Jean-Claude Van Damme apparaît comme un homme métamorphosé. Sobre depuis de nombreuses années, en paix avec son diagnostic de trouble bipolaire qu'il évoque désormais ouvertement dans les médias, réconcilié avec Gladys Portug et fier du parcours de ses enfants, il incarne aujourd'hui une forme de sagesse acquise au prix fort. Il continue de tourner, certes avec moins de fracas médiatiques qu'à l'époque de Time Cop ou Universal Soldier, mais avec une sérénité nouvelle, loin de la course effrénée au blockbuster qui a failli le détruire. Il s'exprime régulièrement sur l'importance de la santé mentale, sur les dangers de l'addiction et sur la nécessité de démystifier les troubles psychiatriques trop souvent tabous, en particulier chez les hommes que la société pousse à taire leur fragilité. Cette évolution ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu à Van Damme des années de thérapie, d'introspection,
de remise en question profonde de l'image qu'il projetait au monde depuis le début de sa carrière. Celui qui avait bâti toute sa légende sur une apparence d'invulnérabilité physique a dû apprendre, à l'âge où beaucoup songent déjà à la retraite, à accepter sa propre vulnérabilité, à en parler ouvertement plutôt qu'à la dissimuler derrière une façade de muscles et de bravoure. Dans plusieurs interviews accordées au fil des dernières années, il évoque avec une sincérité désarmante les nuits blanches passées à combattre ses pensées les plus sombres, la difficulté à faire la paix avec un corps vieillissant, après des décennies d'exploits physiques extrêmes, et le poids parfois écrasant d'un héritage familial que ses propres enfants ont dû, à leur tour, apprendre à porter. Cette capacité à transformer la souffrance en enseignement, à faire de ses pires épreuves une matière à transmettre plutôt qu'un secret à enfouir, constitue sans doute l'un des aspects les plus admirables de sa reconstruction. Loin des paillettes du box-office et des records de recettes, c'est peut-être là, dans cette sagesse tardive et durement acquise, que réside sa victoire la plus significative. L'histoire de Jean-Claude Van Damme n'est finalement pas celle d'un simple héros de cinéma d'action aux muscles saillants et aux figures acrobatiques spectaculaires. C'est celle d'un homme profondément humain, façonné par l'enfance moquée d'un petit garçon asthmatique de Berchem-Saint-Agathe, forgé par des années de sacrifices et de rejet à Los Angeles, brisé par l'addiction et la maladie mentale, mais jamais définitivement vaincu. C'est l'histoire d'une résilience aussi spectaculaire que ses célèbres grands écarts, la preuve vivante que même les icônes les plus invincibles en apparence portent en elles des blessures profondément humaines. Et peut-être est-ce précisément cela qui rend Jean-Claude Van Damme si fascinant. Non pas son invincibilité fictive à l'écran, mais sa capacité bien réelle à se relever, encore et encore, après chaque chute. Une leçon de vie qui dépasse largement le cadre du cinéma et qui continue, aujourd'hui encore, d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Quand on repense au parcours de Jean-Claude Van Damme, il est difficile de ne pas voir un parallèle frappant avec les personnages qu'il a incarnés pendant des décennies sur grand écran. Combien de fois l'a-t-on vu, dans ses films, se relever après avoir été roué de coups, puiser au plus profond de lui-même, au fond de lui-même une force insoupçonnée, pour affronter un dernier adversaire apparemment invincible. Sa vie réelle suit, à bien des égards, cette même trame narrative, à la différence près qu'aucun scénariste n'était là pour garantir un dénouement heureux. Il a dû l'écrire lui-même, page après page, chute après chute, rechute après rechute, jusqu'à trouver enfin un équilibre durable. Et c'est peut-être cela, plus que n'importe quel grand écart ou coup de pied retourné, qui constitue le véritable héritage de Jean-Claude Van Damme. La démonstration éclatante qu'aucune gloire, aussi immense soit-elle, ne protège des tourments intérieurs, mais qu'aucune chute, aussi vertigineuse soit-elle, n'est nécessairement définitive. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'existence tumultueuse du muscle de Bruxelles, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire et à rester avec nous pour découvrir, très bientôt, d'autres destins hors du commun qui se cachent derrière les plus grandes légendes du cinéma.